Alors voici quelques évidences démontrant l'impossibilité de la théorie de l'évolution. Alors tout d'abord, le Big Bang, on n'a aucune preuve qu'une telle chose ait existé. Par contre, on sait très bien qu'une explosion produit toujours du désordre, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on constate dans l'univers, qui lui est extrêmement bien organisé, d'une complexité inouïe et, et donc réglé comme mieux qu'une montre mécanique ou électronique. Le diamètre du Soleil diminue sans cesse, au rythme de 1,50 m par heure, et il est constant depuis sa formation. Les évolutionnistes lui donnent l'âge de 4 milliards et demi d'années, c'est l'âge qu'on donne au système solaire. Il aurait donc été en contact avec la Terre il y a 20 millions d'années. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose? La Lune, elle s'éloigne de la Terre d'environ 6 cm par an. Si nous remontons le temps, la Lune devait toucher la Terre il y a 1 milliard d'années. Or, les évolutionnistes croient qu'elle a 4 milliards et demi d'années. Mais selon la Bible, en prenant comme base les généalogies, on peut dater l'âge de la Lune à seulement 6000 ans. Voilà. Comment ces roches ont-elles pu se plier? Donc nous avons là des roches, des couches de calcaire qui sont pliées, parfois sur une grande épaisseur, peut-être 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres d'épaisseur. Comment peut-on plier 300 mètres de roches sans les casser en les pliant? Eh bien, c'est tout simplement impossible. Donc, la seule explication qui tienne debout, c'est que ces roches, avant d'être dures, étaient molles à la fin du déluge, et c'est après le déluge, tout de suite après le déluge, que ces roches ont été pliées sans problème puisqu'elles étaient encore molles. Cette roche était-elle durcie quand elle a été pliée? Impossible. Vous voyez, un angle de 90 degrés. L'île de Surtsey a jailli de l'océan en 1963. C'est un volcan, comme on le voit sur l'image de gauche, qui est sorti de l'océan au-delà de l'Islande, au sud de l'Islande. Et aujourd'hui, c'est une île avec de la végétation, etc. Quand on la voit comme ça, on pourrait lui dire que c'est une île qui est très ancienne, qui a des milliers d'années, même des millions. Alors que nous connaissons précisément son âge, elle date de 1963. Voilà le plan. Vous avez l'Islande là, et puis vous avez une petite île là, et puis en dessous, Surtsey. Surtsey, on a la photo là, en bas à droite, avec les deux cratères, et voilà. Et voilà, il y a des petits cailloux, pas des cailloux de toutes sortes de tailles, qui se sont frottés les uns aux autres avec les vagues, et ils se sont donc arrondis, et maintenant ce sont des galets. Combien faut-il de millions d'années pour faire des galets? Ben, il n'en faut pas beaucoup. Quelques dizaines d'années suffisent. Et voilà, vous voyez, de l'herbe, des animaux qui sont venus, etc., qui ont colonisé l'île. Voilà. Donc, voilà, maintenant, un fossile de libellule. Et voici le gros plan de l'aile où nous pouvons distinguer les nervures avec une complexité extraordinaire. Et voici la photo d'une libellule d'aujourd'hui où nous voyons les ailes avec les différentes nervures. C'est les mêmes. Donc, si ce fossile date d'il y a plusieurs centaines de millions d'années, eh bien, je dirais, les libellules n'ont pas évolué du tout depuis. Par contre, si je crois que cette libellule a été ensevelie lors du déluge, eh bien, ça ne pose aucun problème. Le coélacanthe, un fossile vivant. Alors, voilà le fossile du coélacanthe. Et on a dit donc qu'il était l'intermédiaire entre les poissons et les reptiles, puisqu'il a des nageoires qui sont assez longues. Et on a dit qu'il avait disparu il y a plusieurs millions d'années. Or, on en a pêché, en voici un en photo, en voici un autre, on les a pêchés vivants au large des Comores et de Madagascar. Voici un fossile d'un poisson en train de manger un autre poisson. Alors lui aussi, il a été enseveli pendant le déluge, donc lors probablement d'un éboulement sous-marin.
et, et il n'a même pas eu le temps de finir son repas, le pauvre. Peut-être que ça s'est passé comme ça. Et il est mort en train de manger son repas. C'est une méduse. Comme vous le savez, les méduses n'ont pas de squelette et elles se décomposent très rapidement sur la plage. Eh bien, en fait, nous avons beaucoup de méduses fossilisées. Alors, pour qu'elles puissent se fossiliser, il faut que ça soit extrêmement rapide puisqu'elles se décomposent en quelques jours. Voilà. Et puis voici des différents organismes qui n'ont rien à faire ensemble. On a de la fougère et on a un poisson qui sont ensemble. Pourquoi ils sont ensemble? Eh bien parce que pendant le déluge, les végétaux ont été arrachés et beaucoup de poissons ont été ensevelis et sont morts. Donc tout ça mélangé ensemble, on les trouve aujourd'hui. Mais pour qu'un fossile se forme, il faut que l'organisme soit enseveli subitement, très rapidement. Sinon, il se décompose. Voici des troncs verticaux qui traversent plusieurs couches géologiques. Voici une autre et encore un autre. Et voici encore d'autres. Là, on distingue très bien plusieurs couches géologiques. Si on pouvait les dater, un évolutionniste leur donnerait plusieurs centaines de millions d'années chacune de ces couches. Or, le tronc d'arbre traverse toutes les couches, ce qui veut dire qu'il aurait survécu pendant plusieurs centaines de millions d'années, ce qui est une absurdité totale, évidemment. Donc la seule explication, c'est que toutes ces couches se sont déposées pendant 1 an, pendant l'année du déluge. Voici un autre tronc d'arbre sur cette image. Alors, où sont les chaînons manquants? Il devrait y avoir de nombreux fossiles intermédiaires. Il devrait en avoir, ayant vécu pendant des millions d'années, avant d'avoir donné naissance aux espèces actuelles. Eh bien, les chaînons manquants sont tout simplement manquants parce qu'ils n'existent pas. Donc, c'est pas la peine de se fatiguer à les chercher. Alors voilà, donc à une époque, on croyait que la viande qui pourrissait produisait des asticots. Alors l'expérience est très simple. On met un bout de viande dans un pot qui est ouvert et un bout de viande dans un pot qui est fermé avec un tissu. Et dans le premier, il y a des asticots, dans le deuxième, il n'y en a pas. Et c'est ainsi qu'on a compris que ce sont des mouches qui viennent pondre leurs œufs dans la viande avariée. Ensuite, la pollinisation. Voilà. Beaucoup de végétaux, d'arbres fruitiers, de fleurs se reproduisent par la pollinisation qui est produite par les insectes. Les insectes transportent d'une fleur à l'autre, sans peut-être le savoir, du pollen. Voilà. Et eh bien, c'est tout simplement impossible que ces végétaux puissent vivre et se développer et se reproduire sans les insectes. Or, selon la théorie de l'évolution, les insectes sont arrivés des millions d'années après les végétaux. Alors, par exemple, là, on a du gui. Le gui, ce sont des merles, des grives qui mangent les petites baies de gui blanches qui contiennent des graines. Et ils vont sur un autre arbre où ils déposent une crotte. Et dans cette crotte, eh bien, la graine va germer et s'attacher à l'arbre. Donc, c'est un parasite. Voilà une bactérie très connue, Escherichia coli. Si elle avait la taille d'un homme, elle nagerait à 100 km/h. Elle mesure 25 nanomètres de diamètre, c'est-à-dire 1/1000e de centimètre. Et nous voyons derrière des filaments, des flagelles, qui tournent comme une hélice, ce qui fait qu'elle avance. C'est pour ça qu'elle nage très vite. Voilà en détail la flagelle. Nous avons la membrane de la bactérie. Nous avons un rotor et un stator, vous voyez, membrane interne, membrane externe. Nous avons une hélice là. Nous avons le stator et le rotor, c'est-à-dire un moteur électrique. Et nous avons 2 anneaux et un manchon en coude. Donc le coude, là, s'il n'y avait pas de coude, ça ne tournerait pas. Donc grâce au coude, ça tourne très vite et ça développe une énergie comme une hélice, pareil. C'est le même principe. Alors tout ça, c'est par hasard, évidemment, selon les théories de l'évolution. Et s'il manque une seule pièce, une seule,
il n'y a rien qui fonctionne. Donc il faut, selon l'évolution, il a fallu que toutes les pièces de ce moteur évoluent ensemble, viennent s'assembler ensemble pour former ce moteur. Mais évidemment, c'est impossible. Par contre, si c'est le créateur qui a conçu et créé cette bactérie, ça ne pose aucun problème. Voilà, on appelle ça la complexité irréductible. Voici une tapette, c'est pas un moteur diesel, hein, c'est une tapette, donc c'est hyper simple. Eh bien, enlever une seule pièce de cette tapette et elle ne fonctionne plus. Donc pour qu'elle fonctionne, il faut toutes les pièces de la tapette, y compris le morceau de fromage pour la souris. Voilà, nous avons ici la liste complète de toutes les preuves de l'évolution. Alors vous voyez, toutes les preuves qu'il y a, voilà, en fait, il n'y en a pas du tout. La deuxième loi de la thermodynamique nous dit ceci. Elle est universellement reconnue et observée. Elle révèle que l'énergie de l'univers décroît en intensité. C'est-à-dire, elle travaille de moins en moins. On appelle ça l'entropie. La conséquence de cette entropie est une augmentation du désordre dans l'univers. La théorie de l'évolution a pour philosophie une idée contraire. L'univers irait en s'améliorant, en s'organisant mieux, à commencer par les cellules primaires jusqu'à l'homme, le plus haut degré de l'évolution. Cette philosophie est totalement démentie par la deuxième loi de la thermodynamique. Donc on comprend bien pourquoi on ne parle jamais de cette loi dans les écoles ou dans les magazines scientifiques ou même dans les films documentaires. Les comètes. Voilà. Alors, c'est un bloc de la glace sale, poussiéreuse. Il y a la tête, la queue de la poussière, c'est-à-dire le col quand elle passe périodiquement près du soleil, enfin près, c'est relatif, eh bien le vent solaire la pulvérise et ça forme une queue. Et l'autre queue, c'est la queue ionique. Alors c'est magnifique à voir. J'ai observé celle de juillet 2020, elle était magnifique. Voilà. Alors les comètes donc perdent de la matière chaque fois qu'elles passent à côté, enfin dans les environs du Soleil. Et donc normalement il ne devrait plus y en avoir. Les comètes de courte période, les planètes ainsi que les astéroïdes ont en tant qu'élément d'un même système, le système solaire, leur orbite autour du Soleil. Tous ces éléments ont donc le même âge. Aucune comète de courte période ne peut avoir une existence de plus de 10 000 ans. Parce qu'il se désintègre. Conclusion logique, le système solaire a moins de 10 000 ans. Et oui, parce que normalement, il ne devrait plus y en avoir de comètes, puisqu'elles devraient être toutes désintégrées depuis 4 milliards et demi d'années. Or, s'il y en a, c'est la preuve que l'univers est beaucoup plus jeune que ça. Alors les cellules, alors là c'est d'une complexité invraisemblable, ça dépasse l'entendement complètement. Une seule cellule, qu'on ne voit même pas à l'œil nu, est plus complexe qu'une ville avec tout son système. Et voilà, donc on voit le noyau et dans lequel se trouve le bureau central, voilà, la membrane, etc. Donc les chromosomes, c'est une giga-encyclopédie. Alors toutes ces informations sont écrites avec une écriture génétique, donc, sur les molécules d'ADN qui sont empaquetées dans le noyau de la cellule. Je détermine indirectement les formes, les structures et les fonctions de tous les organismes de notre corps. Ils représentent un concentré d'informations. Les chromosomes sont des spirales d'ADN. L'ADN est un long filament. Pour l'être humain, l'ADN étendu complètement aurait une longueur d'1,70 m et un diamètre seulement de 2 millionièmes de millimètre. Voilà. L'ADN modélisé, comme ceci, et l'ADN record de longueur. En mettant bout à bout les doubles hélices d'ADN de toutes les cellules du corps humain, un seul corps. On obtiendrait 100 fois la distance entre le Soleil et la Terre. C'est vraiment difficile à croire, mais c'est la réalité. Voilà, 149,6 millions de kilomètres. Le visage humain peut faire 10 000 expressions différentes. Nous avons des muscles qui ne servent qu'à sourire. Alors, pour l'évolution, à quoi ils servent ces muscles-là?
pour sourire, par exemple, pour traduire n'importe quelle émotion. Ils n'ont aucun sens. Par contre, si c'est un Dieu créateur qui a conçu notre corps, là on comprend pourquoi. C'est pour exprimer nos émotions. Les espèces vont en se dégradant. C'est-à-dire chaque sélection, chaque nouvelle race dans une espèce perd des informations génétiques. Donc, si on part du loup, le coyote, le dingo, le collet, et on descend plus loin, eh bien, ces chiens sont de plus en plus faibles génétiquement, de plus en plus pauvres génétiquement, de plus en plus sujets à toutes sortes de maladies. Voilà, donc maintenant la symbiose entre deux espèces qui n'ont rien à voir. Hein. Vous voyez, une crevette et un poisson, mais ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Ils vivent ensemble. Alors, comment ils ont fait pour vivre tout seuls si, selon la théorie de l'évolution? Et selon la création, ça pose pas de problème. La métamorphose du papillon. Voilà. Donc, nous avons un œuf qui est pendu sur une feuille. Là, il y a une chenille qui sort de l'œuf. La chenille va se fixer quelque part à une branche et former un chrysalide. Et à l'intérieur de ce chrysalide, la chenille va se dissoudre elle-même comme une soupe, si vous voulez, une soupe de cellules. Et les cellules vont se reconstituer pour former des nouveaux organes et former un organisme totalement différent qui n'a rien à voir avec la chenille. Et ensuite, ça va s'ouvrir et il y a un papillon qui va sortir. Le papillon, la chenille rampe, le papillon vole. La chenille mange des feuilles, le papillon mange du nectar. Les armes chimiques. Alors voilà un scarabée bombardier. Dans son abdomen, il y a deux glandes produisant des produits chimiques qui, tant qu'ils sont séparés, ils sont inoffensifs, mais quand ils se touchent, ça fait une explosion, un boom. Alors il s'en sert comme un canon sur les prédateurs pour les faire fuir. L'ornithorynque. Alors c'est quoi? C'est un mammifère, un reptile. Il vit dans l'eau, il est couvert de poils, il a un bec de canard, il a des pattes palmées, il a une queue comme un castor, il a un éperon de venin et il pond des œufs. Et puis il a même des glandes à lait. Alors, eh bien, en fait, c'est un inclassable. C'est un véritable puzzle vivant. Les continents s'usent trop vite. Voilà. Si les continents avaient des milliards d'années, bien entendu, ils n'existeraient plus. Ils auraient été érodés. 24 millions de tonnes de sédiments vont dans les océans chaque année. D'après la Genèse, les continents actuels ont 4500 ans, ce qui correspond aux évidences. Pourquoi les animistes sont présents sur tous les continents? C'est une croyance en une force vitale animant les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels, comme l'éclair, le vent, les arbres, etc. Eh bien, tout simplement parce que ces gens ont tous une origine commune, un ancêtre commun, qui est Adam et son épouse Ève, et ils ont tous été dispersés à partir de Babel. Voilà. Donc, nous avons ici la preuve de l'évolution, voilà, il n'y en a pas, et la liste complète des fossiles intermédiaires entre deux espèces, eh bien, il n'y en a pas non plus. Voilà. Maintenant, la preuve que la Terre a 4 milliards et demi d'années, ben voilà, il n'y en a pas non plus. La liste complète des mutations ayant produit des nouveaux organes, eh ben, il n'y en a pas non plus. Voilà. Alors, croire à l'évolution, c'est comme croire qu'une tornade passe dans une décharge municipale ou une déchetterie et les ordures qui sont entassées là, de toutes sortes, du plastique, du fer, du bois, etc., par hasard vont s'assembler et former un avion. Alors, pour croire ça, il faut une foi inouïe. Eh bien, c'est une foi inouïe qu'il faut pour croire que l'évolution est un fait. Voilà. Eh bien, voilà ce que dit la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Eh bien, si vous voulez nous rencontrer, n'hésitez pas à nous contacter.
Voici encore un verset. Depuis la création, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Alors, à partir de quel verset faut-il prendre la Bible au sérieux? Eh bien, on prend la Bible au sérieux depuis le premier verset jusqu'au dernier. Parce que rien dans tout l'univers, rien dans la nature ne contredit la parole de Dieu. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes. Nous devons admettre que nous ne comprendrons jamais tout tant que nous serons dans ce monde. Et voilà ce que dit Job. Il a fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Vous voyez, elle commence à Adam. On arrive à Noah, Abraham, David, etc. Ensuite, elle se divise en deux, parce qu'il y a celle du père légal, qui s'appelle Joseph, et celle de la mère, qui s'appelle Marie. Alors, si la Bible et la science sont en accord, ça arrive de temps en temps, hein, bah, tant mieux. Si la Bible et la science sont en désaccord, qu'est-ce qu'on fait? On modifie la Bible ou on attend des nouvelles découvertes scientifiques? Eh bien, il vaut mieux attendre des nouvelles découvertes. La Bible est-elle encore l'autorité finale dans les églises chrétiennes? J'espère que oui. Interroge donc les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te le révéleront. Médite au sujet de la terre, il t'instruira, et les poissons de la mer te le racontent. Voilà donc une merveilleuse parole qu'on trouve dans la Bible, et donc instruisons-nous de la nature, observons la terre, les montagnes, la mer, les oiseaux, le ciel, les poissons, etc. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait tout cela? Ça a été écrit il y a très longtemps, environ 4000 ans, dans le livre de Job, au chapitre 12, versets 7 à 9. Il n'y a pas de maison sans constructeur. Et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Voilà ce que dit la Bible dans Hébreux 3. Avez-vous des questions? Voilà, donc si vous voulez nous joindre, c'est toujours possible à cette adresse sur ce blog. Vous pouvez nous contacter